C'est un chef d'orchestre très demandé en France et à l'étranger. Il a fondé un orchestre d'un genre nouveau, les Siècles. Parmi ses nombreux projets, un concert monstre à la Philharmonie dédié à Berlioz. Ce sera pour 2019. Et son dernier album, en revanche, est déjà disponible. Et là, c'est Ravel qui est à l'honneur. Bonsoir François-Xavier Roth. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Ma Mère Loi, le tombereau de Couperin, Scheherazade, ouverture de Ferry, un morceau assez rare. Le tombeau de Couperin, oui, voilà. Alors, un album enregistré avec votre orchestre Les Siècles. Je disais que c'était un orchestre d'un genre nouveau. Quelle est sa singularité? Alors, c'est un orchestre qui joue chaque répertoire sur les instruments qu'ont connus les compositeurs. Vous savez que les instruments de musique, la flûte, la trompette ont évolué dans le temps. Et donc, c'est un orchestre qui a à cœur de retrouver les couleurs d'origine de chaque œuvre pour chaque époque. Et puis, c'est aussi un orchestre qui s'inscrit dans une action citoyenne. C'est un orchestre qui aime beaucoup travailler avec les enfants, travailler avec les gens qui sont exclus quelquefois des concerts de la musique classique. C'est-à-dire vous allez dans les hôpitaux, les prisons? Tout à fait, et on a des actions éducatives aussi au long cours. Et donc voilà, c'est une espèce de projet un peu utopique parce que c'est un orchestre vraiment d'un genre nouveau. Il n'y a pas d'autres orchestres qui pratiquent cette multiplicité des instruments et aussi finalement cet engagement dans la cité. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors là, je vais plus parler des instruments. Oui. Il faut les retrouver, il faut savoir en jouer. Oui, il faut les restaurer quelquefois parce qu'ils sont abîmés. Alors mes musiciens, ils sont sur les plateformes de vente en ligne. Quelquefois, on trouve des instruments en Australie, au Japon, en Amérique, qui sont passés de brocante en brocante. Et ensuite, bien sûr, il faut les restaurer, apprendre à les jouer, excusez-moi. C'est toute une démarche parce que les instruments anciens de chaque époque, de chaque région du monde, ils nous disent quelque chose de la musique à l'époque où elle a été composée par les compositeurs. Et nous allons vous écouter donc avec Coppelia, un extrait de Coppelia de Léo Delibes. Alors, ce qui frappe, c'est que vous n'avez pas de baguette. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, comme chaque chef d'orchestre débutant, et elle m'échappait à chaque fois que je dirigeais. Donc je me suis dit, c'est un signe, et puis finalement, je me trouve beaucoup plus à l'aise à pouvoir exprimer et communiquer avec les musiciens sans baguette. Et vous savez qu'il y a bien sûr ce très grand chef Pierre Boulez qui n'utilisait pas de baguette. Quand on lui demandait pourquoi vous n'avez pas de baguette, il disait simplement, j'en ai 10 avec mes 10 doigts. Donc c'est un instrument qui peut servir. Moi, je n'en vois aucune utilité. Alors c'est vrai que c'est mystérieux le rôle du chef d'orchestre. Alors on comprend, mais peut-être qu'on a dû... Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez votre rôle et comment vous définissez un bon chef d'orchestre? Alors, il y a plein de rôles différents dans celui du chef d'orchestre, finalement, parce que le public a l'impression que les musiciens ont besoin du chef pour jouer ensemble, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils pourraient très bien jouer sans chef d'orchestre, mais le chef d'orchestre, c'est la personne qui, finalement, imprime une lecture, une vision d'une œuvre. Et puis, je dirais, plus généralement aussi, c'est quelqu'un dans la société qui peut donner une impulsion aussi pour dire qu'est-ce que devrait être, dans quelle direction
au sens large du terme, devrait aller aussi la musique. C'est-à-dire, moi je me trouve, que ce soit en Allemagne, où je suis en poste, ou partout dans le monde, à commander de la musique aux compositeurs ou à programmer des œuvres. Donc c'est aussi une part importante. C'est d'une certaine manière de décider aussi ce que le public, à tel endroit, va pouvoir entendre. Il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. Comment vous l'expliquez? De plus en plus, c'est un métier d'avenir pour les femmes et je m'en réjouis parce que c'était une injustice et il y a de plus en plus de femmes qui dirigent et des femmes très talentueuses. J'en invite régulièrement, que ce soit à Cologne où je suis chef, ou aussi avec les siècles, et partout je les soutiens, alors parce que c'est une injustice totalement absurde et machiste qu'il n'y ait aucune femme chef d'orchestre. Aujourd'hui ça change. Eh bien voilà, donc ça change. Alors on va revenir à cet album dédié à Maurice Ravel, des œuvres qu'il avait composées pour des enfants. C'est des œuvres pour des enfants. Qu'est-ce que ça change au niveau de la composition, au niveau de l'interprétation? Alors ça c'est Mamerlois, la suite de Mamerlois, c'est très touchant. Il avait écrit ça pour 2 enfants qui jouaient au piano à 4 mains, donc il avait dû écrire une musique pas trop compliquée pour que des enfants puissent l'interpréter. Et ensuite, il a décidé de la transcrire pour orchestre. Et c'est vrai que ça dit beaucoup de l'enfance, qui est une partie très importante chez Maurice Ravel. C'est un compositeur qui a une vie assez discrète, assez complexe. Et l'enfance est une espèce de point de fantaisie absolument extraordinaire et d'inspiration dans sa musique. Il a beaucoup composé pour les enfants et sur l'enfance. Et à cette époque, il y a aussi une certaine fascination pour l'Orient. Et ça, c'est une fascination que vous partagez? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est la France même. On écoutait Léo Delibes tout à l'heure, la fin du 19e siècle. Il y a eu jusqu'au début du 20e siècle, bien sûr, avec les expositions universelles. Pour les artistes et les compositeurs et les chercheurs, l'Orient, l'exotisme a toujours été une source d'inspiration extraordinaire. Et puis, ça nous renvoie à un temps, et sans être nostalgique, parce que je ne le suis pas, mais où grâce à la musique, grâce au son, on pouvait voyager beaucoup plus naturellement. C'était une manière presque plus, bien sûr, que la peinture ou le théâtre. Avec les sons, il y a quelque chose d'irréel et le public pouvait être transporté dans des parfums, dans des paysages, avec des lumières extraordinaires. Et donc ça a été un rôle de la musique, notamment avec ce Scheherazade, ouverture féerique de Maurice Ravel. Mais nous allons nous transporter dans l'Orient, l'orientalisme, avec Camille Saint-Saëns tout de suite, et on en reparle juste après. Musicalement, hein, cette influence orientale. Tout à fait, le Japon, là en l'occurrence, pour Camille Saint-Saëns. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on va aller justement avec les siècles au Japon dans quelques jours, en Chine et au Japon, pour une tournée avec les ballets russes, le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Et on est très heureux de pouvoir donner ce répertoire là-bas. On a la grande chance, grâce au disque qu'on a fait avec l'orchestre, d'avoir un public très nombreux, notamment au Japon et en Chine. Alors vous qui voyagez énormément, vous l'avez dit, vous travaillez en Allemagne, oui. Vous êtes aussi artiste associé à la Philharmonie de Paris. Est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau du public? On a l'impression qu'en Allemagne, c'est plus facile d'aller écouter de la musique classique qu'en France. C'est vrai ou pas? Peut-être. En tout cas, la musique en Allemagne et en Autriche fait partie plus facilement de la vie. On a peut-être moins de complexe à dire qu'on va aller écouter un concert de musique classique. Et moi, je m'efforce tous les jours de dire haut et fort, encore aux gens qui pensent que c'est un tabou, qu'il faut s'habiller de manière un peu particulière. Non, on peut aller en jean à la Philharmonie de Paris ou dans n'importe quelle salle de concert ou d'opéra. Les places sont beaucoup moins chères que ce qu'on imagine. C'est moins cher que d'aller écouter un concert de rock ou de pop musique.
Donc c'est un art qui est très abordable et très accessible. Et c'est vrai que ça, en Allemagne, c'est beaucoup plus facile de le faire comprendre. Les taxis connaissent les salles de concert, ils vous y emmènent tout de suite. En France, il y a encore une sorte de... c'est un art un peu élitiste. Et moi, j'essaie de travailler avec notamment les musiciens des siècles pour montrer que c'est une musique qui peut parler, qui peut rentrer dans la vie de tout un chacun. Alors François-Xavier Rode, vous nous promettez un concert monstre donc dédié à Berlioz. Ce sera la Philharmonie en 2019. Qu'est-ce qu'un concert monstre? Alors ça, c'est un peu particulier parce que Hector Berlioz, notre grand musicien français, était quelqu'un qui adorait les excès et qui a imaginé un tas de formules de concerts. Vous savez, par exemple, il était très intéressé par la disposition des instruments dans l'espace et c'était tellement compliqué à l'époque qu'il a même inventé des chefs d'orchestre électriques, des relais pour que les musiciens jouent ensemble d'un point à un autre. Alors c'est une idée d'un concert monstre, c'est une idée berliozienne, c'est-à-dire un concert où on peut réunir des centaines d'instrumentistes et de chanteurs pour faire de la musique ensemble. Et vous partagez cette, oui, c'est ça, cette envie de gigantisme. C'est ça, parce que quand même, on l'a vu, vous avez un très bel orchestre. Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Ah ben c'est des événements particuliers. Vous savez, par exemple, en Angleterre, quand vous pensez au Royal Albert Hall, c'est des salles immenses où on peut réunir des centaines, voire des milliers de musiciens. Maintenant, on a la chance à Paris d'avoir la Philharmonie de Paris. C'est une salle que tout le monde nous envie pour son acoustique, pour son développement de projets, même plus que les concerts. Oui, pourtant, elle a été décriée, le lieu choisi, qui n'était pas le lieu le plus central de Paris, l'architecture. Donc vous trouvez que tout le monde avait dit que ça ne marcherait pas, et ça marche formidablement. Donc c'est tous les soirs remplis, et puis c'est beaucoup plus que des concerts. C'est-à-dire, c'est dire qu'une salle comme la Philharmonie, elle peut proposer des activités incroyables. Il y a le concert, bien évidemment, mais il y a aussi des choses pour les enfants, pour les familles. On peut y aller avant, après. Enfin, c'est vraiment un lieu de vie et un lieu qui s'inscrit vraiment dans la cité. Et c'est pour ça aussi qu'elle va être copiée. Maintenant, tout le monde a envie dans le monde de faire une nouvelle philharmonie. Par exemple, qui travaille beaucoup à Londres aussi, avec le London Symphony Orchestra. Ils regardent avec des lunettes très précises comment est le projet de la Philharmonie de Paris. Et vous travaillez avec des enfants, beaucoup. C'est important. Oui, ah oui, toujours, toujours. Parce que, encore une fois, on se doit de transmettre comme musicien. Et puis la musique, c'est aussi le don. Et puis arriver à faire comprendre à un enfant que si la musique rentre dans sa vie, eh ben, sa vie sera certainement meilleure. Merci beaucoup, François-Xavier Rode, d'être venu dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle donc le titre de votre album, Ma mère Loi, le tombeau de Couperin, Scheherazade, ouverture de féerie, dédié donc à Maurice Ravel. Merci encore.